Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de débat que nous vous proposons sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur France Bleu. Troisième soirée de débat depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous nous regardez, mais vous pouvez aussi nous écouter sur France Bleu Azur et sur France Bleu Provence. Sébastien Germain de France Bleu Azur est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien, et nous allons vous proposer un débat d'1 heure sur la très attendue et la très regardée première circonscription des Alpes-Maritimes. Alors avant de présenter nos invités, on va voir une carte de la première circonscription. Elle comprend le port de Nice, mais pas que. La première circonscription va jusqu'au Liseron, côté est. Il y a aussi le quartier de Notre-Dame, une partie du boulevard Gambetta et le Vieux-Nice, entre autres. 3 invités dans ce débat de second tour. Éric Ciotti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci c'est à le vous. seul débat que vous allez faire, le seul débat d'entre-deux tours. Vous êtes candidat LR, soutenu par le Rassemblement national. Vous êtes député sortant. Pour débattre, il faut être plusieurs. Merci également à Greg Monetti d'être là. Bonsoir à vous. Candidat de la majorité présidentielle Ensemble, Horizon à titre personnel. C'est le parti d'Édouard Philippe. Et merci à Olivier Salerno. Merci de votre présence également. Vous êtes candidat du Nouveau Front Populaire et à titre personnel, vous êtes LFI, France Bonsoir. Insoumise. On va aborder plusieurs thèmes pendant cette heure. Le pouvoir d'achat, la sécurité et puis des choses dont on parle peut-être moins. On va voir dans la campagne l'écologie, l'éducation, la santé. On va commencer par une partie politique avec les enjeux de ce second tour et on va commencer, Sébastien, c'est logique, par rappeler les résultats de dimanche. Éric Ciotti, LR, soutenu par le RN. Vous arrivez donc en tête avec 41% des suffrages exprimés. Suit Olivier Salerno pour le Front Populaire, 26,6%. Et puis le troisième qualifié, c'est le candidat Horizon, Greg Monetti, donc avec 22,8%. Voilà pour les résultats du premier tour. Alors l'événement de ce second tour, c'est votre présence, Greg Monetti, c'est le fait que vous soyez là et que vous soyez sur le plateau parce que vous étiez qualifié pour le second tour. Il faut avoir un minimum d'inscrits, on l'a rappelé cette règle, mais il y a eu beaucoup d'appels à ce que vous désistiez. Des menaces aussi. Et finalement, vous êtes resté. Alors, tout le monde n'a pas forcément suivi les enjeux et les débats des jours derniers. Rappelez-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Parce que je me suis présenté dans cette élection au premier tour avec un engagement ferme qui était de faire une proposition aux Niçoises et aux Niçois, de leur proposer autre chose que l'hideux Rassemblement national de M. Ciotti ou que l'ignoble France Insoumise de M. Salerno. Et donc, au moment de ce second tour, il n'y avait aucune raison que je me retire, aucune raison que je regarde les 22,8% d'électeurs qui m'ont choisi pour leur dire que le combat était terminé. Aujourd'hui, vous avez un candidat en résistance qui considère que les extrêmes amènent au chaos, que les extrêmes amènent au séparatisme, à la division. Et vous le voyez, et nous, je pense, pourrons l'observer tout au long de ce débat, le front contre le front. Eh bien, moi, je propose la main dans la main. Et pas la main molle de celui qui a menti, trahi, refusé l'ensemble des débats, ni celui qui fait partie il faut le dire, d'une écurie politique où l'on tolère les antisémites. La main ferme de quelqu'un qui veut défendre des valeurs, celle de la République, celle de l'humanisme, de la solidarité, celle qui fait qu'on doit rester digne et droit dans ses bottes. Et quand c'est difficile, Monsieur Migou, eh bien c'est là qu'il faut rester présent. Alors, on va reprendre tout ça parce qu'il faut que tous les autres candidats vous répondent, bien sûr. Simplement, on précise quand même une chose. Moi, j'ai toujours entendu dire et j'ai toujours constaté que c'était le troisième qui se retirait. J'ai rarement entendu le troisième demander au second de partir. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et j'ai souvent entendu, je termine, j'ai souvent entendu des gens de votre entourage, Christian Estrosi par exemple, appeler au Front républicain et on s'est souvent désisté pour lui. Donc c'est ça qu'on ne comprend pas bien. Je comprends que vous ne compreniez pas, mais je crois que des élections Rassemblement national contre France Insoumise, nous n'en avons que jamais connu ici à Nice, qu'aujourd'hui nous sommes dans un moment particulièrement particulier. Et que, en conséquence de quoi, pour faire un appel républicain, faut-il avoir une attitude républicaine? Ce qui n'est pas le cas, je le dis très franchement, et même si je ne dis pas ça pour M. Salerno, qui au demeurant est quelqu'un de gentil, je dis simplement que si ce n'était pas un candidat de la France Insoumise, dont je combats sur tous les fronts et sur tous les sujets, si c'était un candidat socialiste, je me serais retiré, comme l'a fait très honorablement M. Pradal. Aujourd'hui, ce combat m'oblige. Et permettez-moi de vous dire qu'indépendamment de tout ce qu'il s'est aujourd'hui, il y a la Constitution de la République française depuis 1958, cher Henri, et que cette Constitution prévoit la possibilité de faire une triangulaire. Eh bien, je suis là, c'est mon droit, et je le défends. Greg Monetti vous attaque frontalement. Éric Ciotti. Il m'attaque, c'est un peu caricatural, mais en m'attaquant, en m'insultant même.
il attaque les 21 000 Niçoises et Niçois qui m'ont accordé leur confiance dimanche. Il accorde au plan local cette haine, cette vindicte à ceux qui sont simplement le reflet de la démocratie. Il insulte aussi les 11,5 millions de Français qui ont fait confiance à notre coalition, la coalition des droites. Vous le savez, je suis un homme de droite. Et je me suis dit que notre pays était à un tournant. Vous parliez de chaos tout à l'heure, mais le chaos, c'est votre camp qui l'a installé. Vous êtes au pouvoir depuis 2012 maintenant avec M. Macron, puisqu'il a été ministre de l'économie de M. Hollande. Il est président de la République depuis 2017. Et quel est son bilan? Chaos économique. Nous venons d'être dégradés. La dette n'a jamais été aussi élevée. Les impôts n'ont jamais été aussi lourds. Le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi en berne. Chaos sécuritaire dans la rue. Il suffit de voir ce qui s'est encore passé les nuits dernières à Nice. Kalachnikov en main dans le quartier de Bon Voyage. Chaos désormais politique avec cette dissolution. Et puis peut-être demain, chaos institutionnel. Donc s'il y a bien quelqu'un qui a installé le chaos, c'est le représentant de M. Macron. Donc moi, je me suis dit qu'à un moment, il fallait casser les vieux schémas, les codes. Il fallait, comme la gauche l'a fait, sans aucune scrupule, avec l'alliance des insoumis, des socialistes et des communistes, alors que nous avons vu quand même ce que peuvent représenter les insoumis par leur violence, par leur peu de respect de nos institutions. Ça n'a gêné personne. Moi, je me suis dit, le temps est venu que toutes les hommes et femmes de droite qui aiment la France, qui refusent son déclin, s'unissent, se rassemblent. Je suis gaulliste, j'ai toujours été RPR, républicain, j'ai adhéré à 16 ans au RPR, je le demeure, je suis à la tête d'une grande famille politique, et cette grande famille politique, elle a voulu prendre ses responsabilités, et je le fais, je crois, dans la fidélité au mandat que m'ont donné les Niçois. Moi, dans la rue, ce qu'on me dit, c'est « enfin, bravo, et vous avez du courage ». Et ce sont les seuls commentaires qui m'importent. Je respecte M. Monetti, il m'insulte, c'est son droit, mais je ne lui dois rien. C'est pas de lui, puisque nous étions déjà adversaires la dernière fois, que je tiens mon mandat. C'est de ceux qui m'ont fait confiance et de ceux qui m'ont dit qu'il faut défendre la France. On va développer tout ça. Olivier Salerno, on a quand même hâte d'entendre votre réaction, parce que vous auriez été en droit de demander à Greg Monetti de se retirer, et vous risquez peut-être de perdre cette élection à cause de ce maintien. Quelle est votre réaction? Déjà, nous avions envisagé plusieurs scénarios. Si on avait été qualifié au second tour et que ma candidature était arrivée 3e, je le dis, sans sourciller et sans trembler, je me serais retiré. Parce qu'il est impossible et inconcevable d'envisager un gouvernement Jordan Bardella-Ciotti le 7 juillet prochain. Donc moi, j'aurais pris mes responsabilités républicaines, et surtout, ce qu'on est en train de voir là, c'est que vous êtes en train de voler le vote des Niçoises et des Niçois de la première circonscription des Alpes-Maritimes. Quand on regarde les chiffres depuis 2017, les candidatures de gauche, de la gauche de rupture, augmentent, sont en progression, sont en dynamique, avec des scores qui, souvent, ou sont les mêmes que les scores nationaux, ou les dépassent. Ça signifie quelque chose de très précis que vous n'avez pas intégré, c'est qu'à partir de maintenant, les catégories populaires de la circonscription numéro 1 des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire les quartiers que vous avez cités tout à l'heure, se mettent à utiliser leur bulletin de vote pour pouvoir exprimer un vote de mécontentement et de classe. Vous, ce que vous faites là, c'est que vous demandez au second, qui est arrivé derrière M. Ciotti, de se désister. C'est-à-dire que vous demandez à ces gens qui ont voté pour la gauche, à ces catégories populaires qui ont voté pour la gauche, de faire une énième fois ce qu'ils ont toujours fait pour vous. Ce qu'ils ont toujours. Je suis en train de terminer. Ce qu'ils ont toujours fait pour vous, c'est-à-dire se désister au second tour pour un candidat de droite représenté par le clan Estrosi. Alors moi, je vais vous dire un truc. Il n'y a pas de clan Estrosi. Je vais vous dire quelque chose. Dans la rue, il y a des gens qui nous interpellent et qui sont heureux, qui parfois sont très émus, parce qu'on leur permet pour une fois, depuis des dizaines d'années,
de glisser un bulletin de vote pour une personne pour qui ils ont envie de voter. Vous êtes en train de voler ça. Monsieur, je vous le dis franchement, vous êtes un républicain de pacotille. Vous êtes un républicain de pacotille. Faites attention non, à non, votre non. vocabulaire, monsieur Tout à l'heure, je pense que Soyez j'ai pris pas cher. Vous êtes un respectueux. républicain de pacotille. Je veux dire, vous êtes, en tant que gaulliste, gardez votre calme. Gardez en votre tant que calme. gaulliste, vous auriez dû vous retirer. On entend régulièrement. Qu'il soit gaulliste, hein. Vous non plus. Oh, bah, on davantage entend que je vous rassure, vous non plus. Bon, ça, c'est- on entend régulièrement que vous prenez vos responsabilités républicaines, que vous êtes gaulliste, que vous allez faire barrage à l'extrême droite. Et en fait, quand vous êtes dans les faits, quand vous êtes au pied du mur, vous ne prenez pas vos responsabilités. Donc, dans un premier temps, sur cette attitude, non seulement, évidemment, il était hors de question que je me retire, pas pour moi, Olivier Salerno, mais pour les gens que je représente et qui ont mis la gauche au second tour. On représente 13 000 voix, vous représentez 11 000 voix, nous sommes en progression, il n'y a aucune raison, comme disait M. Migaud à l'instant, qu'on se retire. Ça, c'est... Sauf que votre guéguerre, là, entre vous deux, finalement, il y en a un qui se frotte les mains et il s'appelle Éric Ciotti. Mais pourquoi et en fait, c'est ça la difficulté, c'est que l'un fait perdre l'autre Mais aujourd'hui. je vous prie de m'excuser. Au moment où on est en train de se parler, il y a des milliers de Niçoises et de Niçois qui sont en train de nous regarder. Vous n'êtes ni le dudit propriétaire de vos électeurs, ni le propriétaire des vôtres. Bien sûr. Chacune et chacun est parfaitement libre de faire son choix dimanche prochain. Alors j'entends, mes contradicteurs ont sorti leurs calculettes, leurs camemberts, leurs diagrammes. Mais enfin, faites campagne et puis que le meilleur gagne. Il n'y a pas de difficulté avec cela. On est d'accord. Laissez proposer C'est la ce qu'on France fait, c'est ce qu'on insoumise fait. et le Rassemblement national, mais c'est insupportable. Vous pouvez faire des Pour vous, monologues les deux sont interminables. dangereux. Vous Les deux m'accusez de tout ce que vous voulez, mais enfin, j'applique un principe constitutionnel démocratique. Et pardon, mais enfin, la façon dont vous êtes entré sur le sujet en témoigne aussi. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a nombre de sujets que nous devons discuter, que j'estime que les valeurs que vous incarnez avec les actualités récentes, et les détournements, les retournements de veste, les mensonges, les trahisons, que ce soit de vous personnellement, Monsieur Ciotti, ou de votre parti, ne me correspondent pas. J'ai le droit de mener un combat, j'ai le droit d'être en résistance, et j'ai le droit d'appeler tous les électeurs à me rejoindre au second tour Alors, pour faire démentir alors, tous les pronostics et tous les bah, sondages. vous savez ce qu'on va faire? On va justement passer aux attentes des Français. On clôt ce chapitre politique et on va passer aux attentes des Français. Il y a une enquête qui a été faite avant le premier tour. C'est une enquête de notre institut de sondage de France Télévisions, Ipsos Talent, qui a examiner les motivations du vote avant le premier tour. 59% pour le pouvoir d'achat, 38% l'immigration, 32% le système de santé, 27% la sécurité, et viennent ensuite l'environnement, les inégalités sociales, l'éducation et les retraites. On va donc aborder les 3 thèmes dont je vous avais parlé. Sébastien, on va commencer au premier thème, c'est le pouvoir d'achat. Oui, la question, elle est toute simple, on se la pose tous. Comment allez-vous faire pour que mon caddie soit moins cher? En 3 ans, le prix pour un chariot type, quand on va au supermarché, avec 38 produits à l'intérieur, il passe de 102 € à 126 €. Alors, Olivier Salerno, comment je fais pour payer moins cher? Vous savez, il y a une urgence sociale en France. Il y a une vraie urgence sociale. Le bilan de cette année d'Emmanuel Macron, c'est des inégalités qui s'étendent avec des personnes qui sont de plus en plus riches, qui ne payent de moins en moins leur part, et des personnes de l'autre côté qui sont de plus en plus pauvres. Et au milieu, une classe moyenne qui est en train de perdre. Ça, c'est le constat, le vos pouvoir d'achat solutions. et tout ça. Alors, dans les solutions, nous, on a des solutions très concrètes. Des solutions d'urgence, comme le blocage des prix, par exemple. Les blocages des prix des produits de première nécessité, ça concerne le carburant, ça concerne l'énergie, et ça concerne aussi les produits de base qu'on met dans son caddie pour pouvoir s'alimenter. Et puis, à côté de ça, on va faire une hausse immédiate du SMIC qu'on va amener à 1 600 € net. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire la mesure d'urgence dès le 7 juillet. Ensuite, évidemment, il faut travailler sur le plus long terme. Et nous, on arrive avec des propositions d'une fiscalité qui est beaucoup plus juste, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité actuelle concerne 5 parts, 5 tranches, et dans ces tranches-là, tout repose sur la classe moyenne. Nous, on propose d'étendre ça à 14 tranches, pour que justement, ça soit beaucoup plus progressif. Les gens qui gagnent jusqu'à 4 000 € net, les gens qui gagnent jusqu'à 4 000 € net, leur impôt ne va pas changer, voire va régresser. Et ensuite, plus on va s'orienter vers les fortunes, les grandes fortunes, voire les très grandes fortunes, là, oui, effectivement, les gens vont enfin payer leur part. Olivier Salerno, on surveille un peu de ça parce qu'il faut que tout le monde parle. Éric Ciotti, vous avez souvent critiqué, il y a plusieurs années, le programme du Rassemblement national en disant qu'il pourrait
vider les caisses de l'État. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis aujourd'hui? Est-ce que vous avez obtenu des garanties? Et comment vous garantissez que cette alliance LR-RN pourrait protéger le pouvoir d'achat des Français? D'abord, ceux qui ont vidé les caisses sont ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Je le disais depuis 2012. Jamais notre situation budgétaire n'a été aussi critique. Alors j'entends bien qu'on vient nous donner des leçons, mais nous sommes dans une situation d'une gravité exceptionnelle qui a conduit d'ailleurs une agence de notation internationale à dégrader la note de la dette française. C'est une première depuis plus de 10 ans. Donc nous avons aujourd'hui ce double déficit extérieur des comptes publics, cette dette record, le record du monde des impôts que nous payons aujourd'hui, que les Français payent avec des prélèvements obligatoires à 48%. Ça veut dire que la moitié de ce que gagne un Français qui travaille va vers l'État. Nous avons les dépenses publiques les plus élevées. Donc comment on y aborde? Nous avons réfléchi à une plateforme de gouvernement. D'abord, nous voulons la vérité des comptes. Nous voulons la vérité des comptes. Aujourd'hui, ce que ne comprennent pas les Français, qui sont pressurisés. Et, vous savez, dans la ville de Nice, il y a 35 000 Niçois qui gagnent moins de 950 €. Donc il y a un problème de précarité. 21% Et il y a, de voilà, c'est ça, seuil de pauvreté. 21%, ça fait 35 000 Niçois qui sont dans cette situation de grande précarité. Et le pouvoir d'achat est la première préoccupation. Donc ce que nous voulons, c'est d'abord la vérité des comptes, un audit global, et ensuite dégager des économies pour financer des dépenses nouvelles. Les économies, on va les trouver. Notre programme, il est chiffré. Il a été chiffré par un institut très sérieux qui s'appelle l'IFRAP. Il coûtera 8 milliards d'euros, contrairement à celui du nouveau Front populaire, qui serait une catastrophe absolue, qui coûte 200 milliards d'euros et qui mettrait la France en ruine. Donc il y a ceux qui l'ont ruinée aujourd'hui, il y a ceux qui pourraient la ruiner demain. Et ensuite, il y aura les mesures d'urgence, de redistribution, grâce à ces économies. Mais il faut faire les économies préalablement. Il faut supprimer les ARS. Il faut supprimer, par exemple, j'ai fait une proposition, la région qui ne sert à rien, qui est une usine à gaspillage. Le gaspillage dans la métropole aussi, aujourd'hui, qui est démentiel. Et ça, vous avez pu convaincre au Rassemblement national? Il y a de l'argent public à gagner. Mais une mesure très précise qui est dans notre plan d'urgence, c'est la baisse de la TVA sur l'énergie. D'ailleurs, c'est un point qui pourrait faire consensus. Nous l'avions déjà défendu dans le contre-budget à l'Assemblée nationale. J'avais porté cet amendement qui permettrait de diminuer considérablement le coût de la facture d'électricité. Et notamment pour les artisans, les commerçants. J'étais l'autre jour chez un boulanger niçois, Frédéric Roy. Il me disait qu'il a vu ses factures exploser. Ils ne peuvent pas travailler. Ensuite, il y a la baisse du carburant. Prendre sa voiture pour aller travailler, c'est une obligation pour beaucoup de ménages. On n'est pas dans la sphère bobo parisienne où il y a les métros, il y a les transports en commun. Là, quand on est sur les collines niçoises, quand on habite au Mont-Alban, eh bien, ou au Mont-Boron et qu'on va travailler en ville, il faut prendre la voiture, malheureusement. Et puis, il y a le fuel. Donc, il y a cette baisse sur l'énergie. Il y a des mesures sur le logement. Aujourd'hui, ce qui coûte le plus pour un ménage, c'est le coût du logement. Et notamment, ce qui va avoir des conséquences très lourdes, parce qu'on va retirer des millions de logements par une mesure technocratique, c'est les loyers. Nous mettons un moratoire, nous suspendons les pénalités quand les logements ne sont pas aux normes. Il y a ce qu'on appelle le diagnostic énergétique, le DPE. Il n'aura plus de conséquences pour priver des Français de logements. Voilà, des mesures très concrètes, très efficaces sur le pouvoir d'achat. Avant de laisser répondre Greg Monetti, juste un point, on s'arrête une minute, oui. Éric Ciotti, parce que peut-être le président de région nous écoute et nous regarde, Renaud Muselier, président de la région Sud PACA. Vous confirmez donc aujourd'hui ce que vous avez dit, que vous êtes pour la suppression des régions? Bien sûr. On garde les départements. C'est une position personnelle, mais vous savez, il y a deux collectivités de proximité. C'est la commune et c'est l'histoire de la République. Je l'ai toujours défendu, vous en êtes témoin. J'avais porté cette mesure lors de la primaire de la droite. Il y a deux collectivités, deux cellules de base vitales de la démocratie. C'est la commune. Les gens connaissent leur maire, l'apprécient ou l'apprécient pas, comme à Nice. On l'a vu dimanche. Et il y a le département.
elles sont les plus enracinées dans notre République. La région, c'est un monstre technocratique, c'est la production de normes, c'est des dépenses inutiles, c'est comme la métropole. Aujourd'hui, la métropole, moi je vois les maires du Haut-Pays, de mon canton, ils sont privés de leur pouvoir, ils ne peuvent même pas boucher un trou devant leur mairie, alors qu'il y a 12 000 ou 13 000 fonctionnaires à la métropole qui dépensent, qui sont obligés de dépenser de l'argent public. Et derrière cet argent public, la mesure de pouvoir d'achat, si on revient au local, c'est d'éviter l'augmentation des impôts. Monsieur Estrosi va augmenter les impôts en octobre des Niçois de 25%. Il a augmenté l'eau, Monsieur Monetti, votre majorité, de 15%, la taxe sur les ordures ménagères de 15%. Il avait créé une taxe métropolitaine il y a 4 ans de près de 20%. Ça veut dire que depuis qu'il est maire, les impôts ont quasiment doublé à Nice. Ça aussi, ce sont des mesures de pouvoir d'achat. Non. On est venu écouter une conférence voilà, de M. Ciotti. Le pouvoir d'achat, Greg Monetti. on est dans un débat local. Il y a ce qu'on va faire à Paris et ce qu'il faudra changer à Nice aussi, parce que ce qui s'est passé dimanche, on va avoir peut-être 3 députés proches de moi à Nice. Oui. Bernard Schex. Et vous avez fait le même score qu'eux d'ailleurs. Christelle Dentorni, bien sûr, mais nous verrons Greg dimanche. Greg Monetti, on a du temps. Qui est 2 fois plus, ça me semble deux fois plus élevé que le vôtre. Vous me demandez si c'est un monologue. On a du temps, donc vous avez le temps de répondre. Je suis impatient, mais parce que j'ai entendu tellement de choses au travers de ce festival des balivernes qu'il m'était urgent d'y répondre. D'abord, il y a quelque chose qui quand même me révolte et que je trouve assez extraordinaire, je dois vous le dire. Monsieur Ciotti, il est élu depuis 17 ans. On dirait qu'il vient d'arriver, vous voyez, il pose des constats, il vous dit ça je dénonce, ça je condamne, ça c'est pas possible. Vous êtes au pouvoir. Monsieur Ciotti, il y a 6 mois, vous étiez en train de marchander pour obtenir un ministère auprès du président de la République. Et comme vous ne l'avez pas obtenu, vous êtes désormais avec le Rassemblement national. Laissez-moi terminer. Ce qui me semble impératif de vous dire, c'est aussi de dresser le bilan d'un député sortant qui, depuis 17 ans, n'a obtenu ni victoire, ni avancée, ni progression sur aucun des thèmes et aucun des sujets qu'il est en train d'évoquer. Moi, j'ai 31 ans, vous voyez, je m'en suis enlevé 10. Je suis, je crois, une forme d'incarnation peut-être d'une jeunesse qui s'engage aussi. Et je me retrouve, selon M. Ciotti, à être l'héritier de nombre de politiques publiques depuis 1958 auxquelles vous avez participé. Mais le pouvoir d'achat, c'est très simple. À ma gauche, vous avez quelqu'un qui propose 250 à 300 milliards de mesures nouvelles. En face de moi, vous avez quelqu'un qui propose entre 100 et 150 milliards d'euros de mesures nouvelles, dans un budget de l'État qui est de 350 milliards. Ma priorité, ne pas augmenter d'1 centime l'impôt à la source. Dans les deux versions, dans les deux programmes... Non, c'est 450 milliards de sécurité sociale, 350 milliards sur le reste. Vous regarderez. Il n'empêche, en tout état de cause, que ce qu'ils viennent de vous dire est absolument, d'abord irréalisable, infaisable, et que ce sont des promesses qui ne seront pas tenues, parce que nous ne pouvons pas appliquer ces mesures nouvelles sans toucher l'impôt sur le revenu. Monsieur Ciotti évoque avec beaucoup de facilité et de liberté des gaspillages dont on n'a pas bien compris où ils étaient, combien ils représentaient, de quoi ils parlaient, comment ils étaient chiffrés. C'est vous dire le peu de préparation et de sérieux sur la base de ces propositions. La deuxième de mes priorités, c'est de revaloriser tout de suite les pensions retraite. Parce que toutes seules et tous ceux qui nous regardent le savent, ils souffrent en pouvoir d'achat et ils doivent choisir la sortie, le restaurant, le cinéma. C'est inacceptable. Nous devons tirer les enseignements et faire un effort conséquent. La dernière et troisième priorité, eh bien, c'est le travail, l'effort, le mérite. Nous devons récompenser à nouveau le travail. Cela passe naturellement par réinstaurer les heures supplémentaires en supprimant les cotisations sociales sur celles-ci. Cela passe par donner plus de marge de manœuvre aux chefs d'entreprise et aux employeurs qui aujourd'hui, selon le programme de M. Salerno, vont devoir licencier pour payer l'augmentation du SMIC et qui, dans le programme de M. Ciotti et du Rassemblement national, n'ont absolument aucune contrainte libérée pour continuer à se développer, générer de la croissance et générer de l'EBITDA. Je le dis, aujourd'hui, il faut faire confiance au travail et d'ailleurs, sans aucune difficulté, je peux m'approprier aisément le discours de Nicolas Sarkozy qui était juste en la matière. Il faut revenir au travailler plus, gagner plus. Alors, ce qu'on va faire, Sébastien, ce que je vous propose, on va laisser Éric Ciotti répondre et ensuite Olivier Salerno, on viendra sur votre programme. Éric Ciotti. Écoutez, je crois que ça n'appelle pas de réponse particulière. Ah ben ça, c'est une spécialité chez vous. Ni débat, ni réponse, ni bilan. Les chiffres, ils sont là, mais c'est bilan contre bilan, Monsieur Monetti. Au plan local, j'ai géré le département. Nous avons diminué au cours des 4 dernières années de 15% les impôts.
vous êtes dans la majorité de M. Estrosi, je crois. Vous êtes Mais même son Monsieur adjoint. Ciotti, Vous avez vous êtes augmenté... allé faire fermer, Non, mais fermer le centre d'accompagnement des jeunes en situation Oui. d'autisme pour des Ah bon sujets budgétaires. Euh, Vous supprimez non, là, je crois aujourd'hui que vous racontez- l'ensemble des subventions à toutes celles et tous Vous- ceux qui ne viennent pas Non, vous saluer tout ou vous ça- soutenir. tout ça- Ne venez pas m'expliquer la hauteur et la grandeur du service public et la raison. Restez calme. Vous je suis très Parlons calme, de chiffres. je suis Nous serein, n'avons jamais mais je fermé- suis ferme avec vous, Nous Monsieur n'avons Ciotti. jamais fermé aucun Parce qu'il est centre temps d'autisme. de ne Nous en plus vous avons laisser ouvert. dire n'importe quoi à cours de journée. Vous voulez parler tout Donc seul. s'il vous plaît, contentez-vous de dire les choses savez, exactes, non, les faits la- et la la- vérité. la politique- N'embobinez pas les gens. Non, La mais politique, Grégory, elle appelle un peu à l'humilité, monsieur. je suis modeste. monsieur. Voilà. Non, je ne crois Je pas suis que c'est modeste. l'image que vous avez dans les rues de Nice. Ah, ouais, Voilà. d'accord. Ah Hein ben ça, c'est sûr que Moi, vous, dans les rues, on ne vous voit pas beaucoup. oui, hein. oui, On mais risque on pas me- de vous On caractériser. me voit hein. plus que vous. Messieurs, on n'a pas de vous, jeu on de vous voit coups de- beaucoup, on vous voit pour le beaucoup coup, la nuit, mais mais pas pas le Ciotti. jour. Ah, En Eric tout cas, Ciotti, alors en qu'est-ce que tout vous cas- insinuez là-dedans En tout cas, Parce que moi, vous, ce la que nuit, je vous veux êtes vous avec dire, Monsieur Bardella pour passer des accords en cachette ce contre que je votre veux parti, vous dire Monsieur simplement, Ciotti. chiffre contre chiffre, gestion contre gestion, on va le faire au plan local et au plan national. Au plan local, vous regardez la gestion du département, la dette du département, moins de 100 millions d'euros, les impôts du département, moins 15%. C'est du pouvoir d'achat pour les Niçoises et les Niçois. Vous regardez votre gestion, celle de M. Estrosi, parce que vous êtes le représentant de M. Estrosi aujourd'hui. Et donc, Non, moi, non, non, vous je suis êtes Eric que- Ciotti, attendez, on vous a êtes le entendu, Greg représentant de Monetti, M. on vous a Estrosi. entendu aussi. Hausse des Et transports. ce n'est pas, ce que vous dites. et ce Hausse n'est des pas un transports. débat entre vous deux. Mais je le C'est sais. la parole est à Olivier Salerno. ne confondez Monsieur pas les Monetti, sujets. L'image de la Attendez, fébrilité, pardon, l'image de la Monetti. fébrilité, Parlez c'est pas- plutôt vous Ah, qui je l'a parle pas, donné monsieur. à l'instant. Monsieur Ciotti, Il y a quelqu'un- on dirait il y a des enfants. Il y a Je vous quelqu'un dis, on qui, dirait non, des non, il y a enfants. quelqu'un qui a dit quelque chose de très juste tout à l'heure. Je ne sais pas qui c'était. C'est pas un monologue. Ouais. Donc on va passer à Olivier Salerno qui a un peu de retard de temps de parole. Olivier Merci. Salerno, Monsieur Sébastien. Salerno, oui, il y a Monsieur Ciotti qui parle d'un programme à 200 milliards d'euros de votre part. Qu'est-ce que vous lui répondez? 200 milliards d'euros, c'est énorme. Alors, c'est M. Ciotti qui le dit, c'est M. Monetti aussi qui le dit. Bon, déjà, j'aimerais dire quelque chose, c'est que ce programme, il est validé par plusieurs grands économistes de renom. Il y a 300 économistes qui l'ont validé. Il y a, excusez du peu, mais Esther Duflo, qui est ni plus ni moins que prix Nobel d'économie. Mais ça va nous coûter 200 milliards d'euros? Ça va coûter, en fait, c'est un programme redistributif. C'est ça qu'il faut comprendre. Monsieur Ciotti, votre projet économique, moi, pour moi, c'est le projet des années 80 de Reagan et Thatcher. C'est-à-dire, on baisse les Ça impôts. avait assez bien marché Eh ben, ça dans les avait, pays concernés. ça avait particulièrement rendu pauvre toute une partie de Ça avait donné de la l'Angleterre. croissance et donc de la richesse. Mais en fait, on peut pas, au Donc nom je de la, l'assume. on peut pas, Je au nom- l'assume. vous assumez, c'est-à-dire l'assume. que vous assumez au nom de la croissance. C'est les entreprises qui créent des Vous- emplois, pas Les l'État. entreprises créent des emplois, comme vous dites, mais vous ne pouvez pas, au nom de la croissance, rendre pauvre et précariser l'ensemble d'un pays. C'est ce qu'on est en train de voir encore aujourd'hui. Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il ne fait, finalement, vous avez vos systèmes économiques sont assez poreux. C'est laisser tranquilles les plus grandes fortunes, ne surtout pas les imposer, ne surtout pas parler de l'impôt de l'ISF, ne surtout pas imposer la flat tax, ne surtout pas encadrer quoi que ce soit et ne surtout pas utiliser la loi pour... Olivier Salerno, pour la clarté du débat, est-ce que vous pouvez développer cette notion de programme redistributif? Alors cette notion de programme redistributif, il est assez simple. C'est un petit peu, si vous préférez, comme l'esprit de la sécurité sociale. Chacun donne en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. C'est le service public. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'inégalités? Non seulement les revenus sont de plus en plus étendus, mais le service public ne joue pas le rôle qu'il pouvait jouer dans les années 80, 90, 2000. C'est-à-dire que si on n'a pas un hôpital fort, si on n'a pas un hôpital solide, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on engorge les urgences, ou on est obligé de trouver des solutions avec des médecins qui ne peuvent pas forcément nous prendre. Ça c'est une réalité qui est très concrète. Et le fait d'avoir des services publics comme l'hôpital, l'éducation, la police, ça permet justement aux gens qui n'ont pas de grands moyens de pouvoir avoir une vie digne, pouvoir mettre ses enfants à l'école dans une école de qualité et pas dans une école qui a des problèmes, notamment de locaux, pouvoir avoir assuré à ses enfants le fait d'avoir un enseignant et d'avoir toujours des enseignants devant eux, pouvoir se soigner convenablement. Si on réduit les sous qu'on a dans la caisse de l'État, comment est-ce qu'on fait pour faire fonctionner tous ces services publics? C'est impossible. Et c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir justement
que la politique fiscale de notre gouvernement, qui est très rapprochée de celle que vous proposez, en fait, assèche les services publics. Et un service public fort, c'est la possibilité pour la population de pouvoir s'en sortir. Par exemple, s'il n'y a pas de bureau de poste dans les campagnes, s'il n'y a pas de bureau de poste dans les quartiers, comment est-ce qu'on fait? On se débrouille, on va appeler Amazon, comme le Rassemblement national le propose dans les campagnes. C'est ce qui a été proposé. On a dit que les bureaux de poste allaient fermer et on a dit que ça allait être remplacé par Amazon. Merci à tous les trois là-dessus. On a fait une partie assez longue sur le pouvoir d'achat. On va passer à un autre thème maintenant, qui est le thème de la sécurité. Je ne sais plus qui en a parlé de ce qui s'est passé à Bon Voyage récemment, là... Hier soir, il y a eu des narcotrafiquants qui étaient venus de Marseille récupérer un point de deal. On va aborder donc le thème de la sécurité. Je vais poser une question très simple à tous les trois qui va lancer le débat. Sécurité réelle ou sentiment d'insécurité? Éric Ciotti et ensuite Greg Monetti, Olivier Salerno. Parler de sentiment, c'est presque insulter les victimes. Il y a eu, non, je veux dire par là, Éric Ciotti, le débat, c'est est-ce que l'insécurité augmente réellement? Bien sûr. Ou est-ce que c'est une impression d'une violence qui augmente? L'insécurité augmente fortement. Il y a eu 20 500 faits de délinquance et de criminalité en 2023 à Nice. Les coups et blessures volontaires ont augmenté de 6%. Les cambriolages ont augmenté de 7%. Il y a cette réalité du quotidien qui fait qu'une femme seule ne va plus sortir le soir avenue Jean Médecin. Il y a cette inquiétude. On m'en parle fréquemment. Il y a même une angoisse dans les rues de Nice. Mais alors on fait quoi, il y a cette actualité récente. Vous savez, cette vieille dame qui vient de mourir la semaine dernière, Madame Salas, j'ai échangé presque chaque semaine avec sa fille, qui a été agressée au Square Arson en début d'année. Réponse judiciaire, on ne sait pas. Il y a eu cette femme agressée par un sabre, boulevard du Bouchage. Il y a eu ces 2 enfants, parce qu'ils étaient juifs, qui ont été insultés rue Aubert devant une synagogue, et dont le vigile qui a pris leur défense a été agressé. Il y a eu cette affaire, ces images qui ont révolté la France entière, d'individus Kalachnikov en main, se baladant dans le quartier de Bon Voyage, après avoir vu les mêmes images de façon récurrente au Moulin. Donc on ne vit plus en sécurité dans les rues de Nice, comme on ne vit plus en sécurité en France. Il y a aujourd'hui, toutes les 44 secondes, une agression, des coups et blessures volontaires dans notre pays. Donc c'est l'urgence absolue, c'est l'urgence vitale, parce que quand on ne vit plus en sécurité, on ne vit plus en liberté. Alors les réponses, les mesures, réponse pénale, peine plancher immédiatement, expulsion des délinquants étrangers, c'est la double peine, mise en place à Nice de 3 fois plus de places dans notre centre de rétention pour les étrangers clandestins, pour exécuter les obligations de quitter le territoire, qui aujourd'hui sont des papiers qui ne servent à rien, des mesures très concrètes. On peut doubler, tripler le nombre de places dans le centre de rétention pour expulser ceux qui n'ont rien à faire dans notre pays. Il suffit d'aller à la prison de Nice, vous voyez la surreprésentation des étrangers. Donc il faut s'attaquer... Vous assumez un lien Bien sûr, mais le lien, il n'y a pas que moi qui l'assume. Le ministre de l'Intérieur actuel l'a d'ailleurs légitimement assumé. Ce lien, il est là, il est important. Il est peut-être la source majeure de l'augmentation de la délinquance. Il y a 2 sources de l'augmentation de la délinquance. Il y a l'immigration et il y a le trafic de drogue, la consommation de drogue. Il faudra, au plan national, faire un immense combat contre la drogue, contre la consommation, contre les trafiquants, avec des mesures très précises. Et ça sera notre urgence absolue, parce que c'est une urgence vitale pour la France. Greg Monetti, le gouvernement a fait un certain nombre d'opérations, des opérations place nette. Alors là aussi, hein, il y a la réalité et l'impression, le ressenti. Parfois, on a le sentiment que ça ne sert pas à grand-chose, c'est-à-dire que les dealers reviennent après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la politique en matière de sécurité du gouvernement, de la majorité présidentielle que vous représentez? Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, moi je suis candidat aux élections législatives, donc je vais vous parler de mes propositions. Et à la question que vous avez posée, Monsieur Migou, les réponses sont oui à chaque fois. Oui, il y a de l'insécurité, et oui, il y a du sentiment d'insécurité. Et il y a des choses concrètes qui peuvent être faites, parce qu'il n'y a qu'à Faucon, mais on n'a rien fait, c'est toujours un peu impuissant comme réponse. La première des choses, c'est qu'il faut recruter massivement des policiers nationaux et des gendarmes. 850 000, c'est indispensable, il faut remettre de l'ordre dans nos rues. Je veux aussi, le souligner,
et avoir un mot sympathique et 850 000 reconnaissant à l'égard Monsieur de la... Monetti, 850 Monsieur 000 Ciotti, policiers. je ne crois pas que vous êtes mais l'animateur de ce débat. Non, mais vous Non, pouvez, mais on Si je peut peux vous pouvez aller discuter. au bout du bout de ce que je veux dire, ça me semble Non, mais important. Vous aspirez à Donc, être député. Je sais que vous rêvez la nuit d'être le ministre de il y a l'Intérieur. 150 000 Réservez-vous ce droit au moment où vous aurez une majorité absolue, Non, mais c'est-à-dire pas ce Je veux dimanche. simplement amicalement Alors, vous dire qu'il y a 150 000 Monsieur policiers Ciotti, vu les insinuations et que vous faites, pas 850 000. j'ai pas besoin de l'amitié que vous portez à mon égard. C'est un petit écart. Donc Voilà. je reviens sur ce que j'étais en train de dire. S'il vous plaît, on donne une image Mais déplorable de allez-y. ce débat. C'était juste une C'est petite déplorable. précision. Ah ben, Monsieur Ciotti, parce que- allez-y, Greg Devant Monetti. vous, une petite précision, ça m'étonne que trop peu. Une erreur Allez-y. Alors, multipliée ce que par je six, voulais ça fait simplement beaucoup, vous quand même. dire, c'est saluer le travail extraordinaire qui est fait chaque jour dans notre ville, à Nice, par la police municipale, qui est certainement la police municipale la plus importante, à du 10 proportion d'habitants, de France. Force est de constater qu'ils ont besoin d'aide et qu'aujourd'hui, les outils mis à leur disposition ne sont pas suffisants. Je pense, une fois encore, à l'interdiction que nous avons d'utiliser la reconnaissance faciale vis-à-vis de nos systèmes de vidéosurveillance. Ou encore, les difficultés que nous avons à obtenir le droit au fichier S qui nous permettrait, via l'intelligence artificielle, d'économiser de la ressource d'observation et de maximiser de la ressource d'intervention. Ça me semble être du bon sens. Le deuxième sujet qui semble indispensable et totalement lié, c'est la justice, évidemment. Nous n'en pouvons plus de voir nos voyous se faire arrêter dans la rue lundi et à la terrasse du café mardi. Il faut urgemment créer des places dans les centres carcéraux, dans les maisons d'arrêt et dans les centres pénitentiaires. Vous rejoignez un peu Éric Et- Ciotti là-dessus. Ça peut nous arriver, vous voyez, comme quoi tout est possible en démocratie. Le troisième thème qui est important, et il est totalement lié, c'est l'immigration. Mais il ne faut pas être mal à l'aise, on n'est pas naturellement obligé de partir dans tous les sens dès qu'on évoque ce thème. Aujourd'hui, en France, nous ne sommes plus capables d'assurer notre devoir de dignité, c'est-à-dire d'accueillir correctement, de donner une réponse, de fournir des papiers, d'aider à apprendre la langue française. Et nous ne sommes plus non plus capables d'assumer notre devoir de fermeté. 7% des OQTF qui sont tout simplement exécutés en 5 ans, c'est inacceptable. Nous devons, et je rejoins M. Ciotti sur ce plan, créer de nouvelles places et que l'État, je dois le dire, intensifie et renforce ses efforts de façon à ce que l'on puisse être en matière d'immigration dans la dignité et dans la fermeté. Et je termine sans ne jamais confondre ni les réfugiés, ni les demandeurs d'asile, ni toutes celles et tous ceux qui fuient la guerre, les catastrophes naturelles, les difficultés dont il est l'humanité de la France de devoir les accueillir correctement. C'est notre droit, notre devoir, ne confondons pas tout. Alors, Éric Ciotti vous répondra là-dessus. Olivier Salerno, la question de la sécurité est-elle une question taboue à la France Insoumise? Non, non, absolument pas. Absolument pas. Et en fait, le bon sens, c'est d'arrêter les solutions qui ne fonctionnent pas. Là, on a deux projets que vous nous proposez où on est sur de la répression, de la répression, de la répression, de la répression. Or, la répression seule ne fonctionne pas s'il n'y a pas de prévention. Je reviens sur le chiffre qui me frappe, c'est que sous Nicolas Sarkozy, on a eu 10 000 fonctionnaires de police qui ont été retirés. Ces fonctionnaires de police, précisément, c'était la police municipale, c'est-à-dire la police qui manque dans nos quartiers aujourd'hui, la police apaisée, la police qui peut se balader, qui peut discuter avec les commerçants, qui peut justement comprendre, sentir le quartier, ne pas arriver surarmés, ne pas arriver comme des cow-boys au moment où c'est déjà trop tard, parce que c'est justement le moment où on leur demande de faire la répression. Donc déjà, premièrement, dans notre programme, et ça rejoint ce que j'ai dit et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, remettre du service public, remettre de l'humain, surtout pas de la reconnaissance faciale. Des policiers de proximité? Des policiers de proximité, bien sûr. Alors non seulement des policiers de proximité, mais les policiers de proximité seuls ne pourront rien faire. Emmanuel Macron, la première des choses qu'il a faites, c'est de retirer tous les emplois aidés, c'est-à-dire les gens qui faisaient vivre les quartiers, qui faisaient vivre l'éducation populaire, qui faisaient de l'aide de devoir, qui faisaient tout ça. En fait, vous mettez un chiffre, un signe égal entre immigration et délinquance, mais quand on met les gens en précarité, quand il n'y a plus aucune structure pour pouvoir évoluer convenablement, peu importe qu'on soit immigré ou pas immigré, on peut basculer dans la délinquance. Je termine là-dessus. La police de proximité seule ne peut rien et ça serait totalement illogique si, à côté de ça, on n'avait pas une police judiciaire de qualité avec des moyens conséquents, justement,
pour démanteler les trafics, que ce soit des trafics d'armes ou des trafics de drogue. Donc vous voyez, nous, on n'a aucun tabou. Sauf que, exactement comme pour l'hôpital, l'éducation ou tous les autres services publics, pour nous, ce qui est très important, c'est de remettre du fonctionnaire de police sur le terrain, faire du terrain, et absolument pas faire des opérations parfois médiatiques. La police, vous savez, elle en a assez d'être instrumentalisée. Pour la clarté du débat, je voudrais vous redonner la parole tous les deux, Éric Ciotti et Greg Monetti. Moi, je n'ai pas très bien compris quand je vous ai écouté, donc je voudrais vraiment que vous précisiez, en matière de sécurité et d'immigration, qu'est-ce qui vous distingue, Éric Ciotti? Moi, j'ai un programme, il n'a jamais varié. Je l'ai défendu depuis que j'ai l'honneur d'être le représentant des Niçois à l'Assemblée nationale. C'est une réponse pénale ferme, des peines exécutées qui soient immédiates et dissuasives, des capacités carcérales, et notamment des centres d'accueil pour les mineurs délinquants. J'avais créé le service citoyen pour les mineurs délinquants, dans lesquels ils pouvaient être placés avec un encadrement de type militaire. Vous savez, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. Mais c'était aussi de la prévention parce qu'on donnait des repères. Vous nous parlez d'un encadrement militaire, c'est déjà trop tard. Il y avait également un suivi social parce que ces suivi jeunes... quand c'est trop tard. Ces jeunes... Non, Bien justement. sûr. Quand il y a 16 ou 18 ans, c'est là où il faut agir. La réponse uniquement éducative que vous prenez, on voit où elle nous a conduite. Donc il faut un équilibre, il faut naturellement d'un accompagnement social. Vous savez, j'avais porté la loi aussi contre l'absentéisme scolaire qui permettait d'avoir un accompagnement pour les parents qui étaient en situation de leur perte retirer les allocations familiales. Encore de la répression. Mais de les aider. C'est-à-dire que la personne, l'enfant qui est absentéiste, vous peinez aussi son petit frère ou sa petite sœur. Le gouvernement de M. Hollande, et vous êtes maintenant allié de M. Hollande, avait supprimé cette disposition qui permettait d'aider les parents défaillants, mais aussi de les sanctionner s'ils ne respectaient pas leur devoir d'éducation. C'est une loi qui porte mon nom. Elle a été abrogée par votre majorité socialiste et communiste à l'époque. Eh bien, nous voulons la restaurer. Nous voulons de la fermeté. Monsieur Macron... Et je vois que M. Monetti est très gêné de dire qu'il est le représentant de M. Macron. Je comprends bien. Mais pas du tout. Faites pas des conclusions. Je ne suis pas du tout gêné. Dans sa profession de foi il y a 2 ans, vous aviez l'image de M. Macron. Aujourd'hui, elle s'est effacée. Vous voulez qu'on parle de votre image? J'en parlerai tout à l'heure de votre image. Elle s'est effacée, mais M. Macron n'a jamais voulu remettre ces mesures d'autorité, que ce soit pour l'absentéisme scolaire, que ce soit pour les mineurs délinquants. Tout ce que nous avons toujours proposé, il s'y est systématiquement opposé, comme sur les mesures pour imposer une laïcité exigeante. Systématiquement, cette majorité, et c'est pour ça qu'on a cette situation de colère dans le pays, elle sanctionne cette impuissance dont M. Monetti, aujourd'hui, le représente. Greg Monetti, votre réponse? Oui, en termes d'impuissance, 17 ans de mandat, 17 ans de néant, ça c'est aussi un vrai témoignage. Et vous, ça fait 7 ans que vous êtes dans la majorité. Je vais vous poser une question. Au moins, vous n'aurez pas à m'interrompre, et si vous voulez bien, vous y répondrez. Puisque je comprends la démonstration que vous faites, M. Ciotti, qui est à chaque fois de bien vouloir assimiler quelqu'un de l'Alliance et de la coalition pour s'exprimer à la place des personnes qui sont présentes ici. Et l'enjeu est de choisir un porte-parole ici à Nice. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Dites-le-moi très franchement, des gens qui sont dans votre coalition à vous. J'ai vu ce matin sur France 2, service public, que ça vous avait un peu malmené. On parle de sécurité. Et donc, non mais j'ai le droit de poser une question, Henri. C'est le sujet qui a été évoqué aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce candidat RN à Caen qui doit se retirer parce qu'il a porté une casquette nazie? Qu'est-ce que vous pensez de ce candidat sous curatelle dans le Jura? Qu'est-ce que vous pensez de ces candidats proches de Poutine dans le Cher, l'Indre-et-Loire, dans Lot-et-Garonne? Qu'est-ce que vous pensez des candidats qui ont détourné de l'argent en Eure-et-Loire? Et qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Ciotti, de vos amis candidats qui sont racistes, homophobes, antisémites et parfois les trois? Non, mais on a compris la question. Hautes-Pyrénées, l'Aude et le Val d'Oise. Non, mais parce que vous ramenez Monsieur Salerno à Monsieur Hollande. Tournez la page. Donc, je me permets très franchement de vous poser la question. On l'a compris la question. Oui, parce que j'en ai des fiches et des fiches et des fiches chez vous et chez Monsieur Salerno. Tout ça. Puisque vous ramenez tout le monde à des coalitions. Greg Monetti, on a compris. Qu'est-ce que vous pensez de ces candidats? Tout ça est d'un grotesque consommé et caricatural. Vous êtes mal à l'aise? Voilà. Non, je ne suis pas du tout mal à l'aise. Moi, j'ai présenté 68 candidats républicains
qui porteront les couleurs de l'Alliance. Ce sont des gens de talent, respectables. Comme ceux que je viens d'évoquer là. Des élus. Ils portent la même couleur. Et là où il y a eu des difficultés, vous savez, il y en a dans, tous les camps. Il y en a, vous auriez pu citer les amis de M. Salerno, et notamment celui qui dirige la Jeune Garde, qui a été un groupuscule qu'on aurait dû dissoudre, que votre gouvernement aurait dû dissoudre, qui a agressé des jeunes juifs. Récemment, à Lyon, avec M. Arnaud, qui est 3 fois fiché S. C'est-à-dire qu'il représente un danger pour la sécurité nationale. Monsieur Arnaud est dans un collectif antifasciste profondément antiraciste qui combat pied à pied l'antisémitisme. Malheureusement, c'est pour ça que les services de renseignement de l'État considèrent qu'il est dangereux. Et vous également. Juste pour terminer, Jordan Bardella parle juste de brebis galeuses concernant les personnes que vous avez citées. Maintenant, si on peut revenir aux Alpes-Maritimes, parce que c'est un débat qui concerne les Alpes-Maritimes et de notre débat. Et on va revenir au thème de fond, effectivement, et on va revenir à ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'on va essayer de parler de thèmes qui sont un petit peu moins évoqués. En tout cas, c'est ce qu'on ressent pendant la campagne, et c'est ce qu'on va voir maintenant, Sébastien. Écologie, culture, santé, ça va nous faire du bien. On va commencer par ce dernier thème, la santé, parce que c'est important, les déserts médicaux dans notre haut pays, moyen pays. Il y a beaucoup de difficultés à trouver aussi des médecins sur le littoral. D'ailleurs, heureusement, finalement, qu'on a des médecins qui viennent de l'étranger. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous proposez, Éric Ciotti, pour justement tous ces Azuréens qui souffrent de ces déserts médicaux? D'abord, j'ai choisi comme suppléant l'ancien doyen de la faculté de médecine de Nice, le professeur Patrick Baquet, qui est un éminent chirurgien, qui connaît bien ces questions, qui a formé des étudiants. Aujourd'hui, il nous faut plus de médecins, plus de présence médicale sur le terrain, plus de centres médicaux, de mutualisation. D'abord, il faut casser le numerus clausus, il faut qu'on forme plus de... Ça a commencé, j'en conviens, il y a une amélioration, mais il faut accélérer, il faut permettre le redoublement aussi de la première année de médecine. Il est totalement ahurissant qu'on doit aller chercher des médecins à l'étranger, alors qu'un étudiant en France qui a raté le concours à un demi-point avec un système PASS-LAS qui est d'une complexité totale, eh bien, voit des efforts considérables ruinés. Donc, ces jeunes qui sont extraordinairement courageux, ils doivent avoir une deuxième chance et il faut qu'on ait plus de médecins. Donc, on ne réglera pas le problème si on n'a pas plus de médecins. Moi, je crois en la médecine libérale, mais c'est un sujet majeur, essentiel, important. Vous évoquiez, je ne sais pas si on en parle maintenant, les questions de culture, mais moi je voudrais faire une proposition pour Nice, parce qu'il y a bien sûr l'Assemblée nationale, les débats, les lois, mais il y a aussi ce qu'on veut faire sur le terrain. Moi, sur le terrain, Nice n'a plus de théâtre. C'est une honte. On est passé de 12 000 abonnés à 2 000 abonnés. Notre théâtre a été détruit. Notre théâtre a été détruit. Éric Ciotti, alors restons sur la santé. En 2 secondes. Deux secondes. D'un mot, mais je voudrais faire une proposition importante. Éric Ciotti, vous l'aurez après. Juste Greg Onetti sur la santé, après on revient. D'accord. Mais n'oubliez pas. Et puis comme ça, vous pourrez rectifier ce qui était factuellement faux. Allez-y. Sur la santé, c'est important. Je pense aussi qu'il est nécessaire d'avoir plus de médecins. La difficulté, et nous le savons tous ici, c'est que former un médecin, ça prend 5, 6, 7, 8 ans et plus parfois. Donc il faut évidemment continuer à améliorer la réforme des études de santé. Nous avons commencé à le faire en supprimant et en largement allégeant le numerus clausus pour permettre une avancée concrète. C'est une première chose. Mais la grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est la complexité administrative dans nos hôpitaux, la lourdeur pour pouvoir travailler. Nous avons, et même si le travail est respectable, beaucoup plus d'agents administratifs que de médecins, d'aides-soignants, d'infirmiers. C'est un problème. La deuxième chose qui semble indispensable, c'est faire confiance à la médecine libérale, qui aujourd'hui joue un rôle décisif, notamment dans les premières consultations, dans l'accompagnement pour aider à désengorger les hôpitaux face, il faut le dire parfois, aux urgences qui ne sont même plus gérables. Et il y a des choses concrètes pour Nice dans la première circonscription. Nous avons commencé à le faire en facilitant leur stationnement lorsqu'ils font leur tournée le matin. Nous devons aller plus loin. Nous pouvons aussi travailler sur une offre de logement qui leur est dédiée pour les actifs, parce que nombre de personnes qui prennent part à la fonction publique ou à des missions régaliennes ne viennent pas à Nice alors qu'ils en ont envie, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger. Nous devons travailler là-dessus. J'ai fait des propositions sur votre plateau la semaine dernière qui sont importantes. Revoir la loi SRU, construire des logements actifs, travailler à l'accès à la propriété pour les primo-accédants classe moyenne. Et vous savez que ça peut être une chose importante, très progressive. Et donc je crois que le sujet doit être traité dans cet ensemble. Maintenant, je veux aussi souligner un point qui me dérange. Vous parlez de santé.
Que dites-vous, Monsieur Ciotti, de votre programme du Rassemblement national qui propose la suppression de l'aide médicale d'urgence? Croyez-vous très franchement que c'est la dignité de la France, que c'est tout à notre honneur Eric Ciotti va dans le répondre pays... là-dessus, Non, mais ensuite c'est Olivier un vrai Salerno. sujet Bien sûr, qui non, mais préoccupe vous beaucoup de avez posé la Guadeloupe. question, allez-y, il va vous Eric répondre. Énormément de Ciotti. gens. Alors là, on a un vrai clivage. C'est bien de l'assumer parce que vous êtes dans une politique, Monsieur Hollande, en qualifiant Vous les... pouvez me parler à moi plutôt que en qualifiant- d'invoquer tous les responsables politiques de ce pays. Je parle à ceux qui nous regardent. Non, mais la courtoisie ne voudrait soyez- qu'on ne ait soyez un pas- débat. On Ne aimerait soyez juste pas- avoir la réponse C'est d'Eric Ciotti. ridicule. Ne soyez pas égocentré, Monsieur Monetti. Mais je suis juste Voilà. devant Donc, vous. Ça vous fait bizarre, je sais, mais non, c'est ça plus me fait pas simple que bizarre. si... Voilà. Je suis Alors, très heureux que l'aide- vous soyez devant moi. Moi aussi. L'aide médicale Très, d'État. très heureux. L'aide médicale d'État, c'est justement une injustice absolue. C'est quoi l'aide médicale d'État? Ça veut dire qu'un étranger qui est arrivé en situation irrégulière sur le territoire national va pouvoir se faire soigner, y compris pour des soins de confort. Et nous l'avons démontré dans des rapports à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que nous avons porté cette mesure de réforme, qui était d'ailleurs dans la loi immigration, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Eh bien, Avec votre proposition de loi, les épidémies vont repartir. non, mais je viens, Monsieur Salerno, je réponds à tout. C'est tout l'honneur de la Donc, France de soigner l'aide les gens. médicale d'État, c'est 100%, tous les soins gratuits pour les illégaux. Alors qu'une personne âgée qui n'a pas de complémentaire, elle doit payer la partie qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Vous pensez que c'est normal? Indigne, ce que vous dites. Vous pensez que c'est normal? C'est indigne. Ben, je le dis Et en plus, je l'assume. vous manipulez Et donc- les données. Vous et parlez de donc, soins complémentaires. 1 milliard- Parlez de soins d'urgence. C'est 1 Vous milliard. faites quoi face à un étranger en milliard. situation illégale qui a 1 milliard. besoin de soins d'urgence, Le Monsieur coût Ciotti? de Vous l'AME. le regardez mourir dans la rue? Oui, mais les prothèses dentaires, Non, mais répondez. les anneaux gastriques, c'est pas des soins d'urgence. Il y a un panier de soins qu'il Vous faut répondez pas à resserrer. ma question. Il faut un panier de soins, l'aide médicale d'État. Mais répondez à ma Et question. pour les autres étrangers en situation illégale, c'est 2 Ouais. milliards d'euros. Et l'urgence absolue C'est des étrangers, vous 50%. faites quoi? C'est 50%. Vous les de- soignez ou vous les soignez pas? Mais si vous suiviez les débats, Non mais on a transformé l'aide Expliquez-moi, médicale puisque vous- d'État en aide médicale d'urgence pour justement, et naturellement, personne ne doit être laissé à l'abandon en situation d'urgence vitale. Mais quand on vient de l'étranger, se faire soigner sur les frais des contribuables français et quelquefois azuréens, les étrangers qui ici, travaillent cotisent. ça, Vous êtes bien au ce n'est Rassemblement pas- national, en fait. ce n'est- Bon, mais c'est des vous êtes mesures. très à l'aise au Vous savez, Rassemblement c'est des national. mesures que Ça me monsieur- rassure, je voulais en c'est être des sûr. mesures que cette majorité a portées. Bah oui, je sais, non mais vous êtes très C'est- à c'est l'aise, ça cette vous mesure. va. Ce C'est sont une des, étiquette ce qui sont vous va des très bien. mesures, mais j'assume Mais j'ai totalement. bien compris. Donc Trahir la droite, vous l'avez voulez assumé. qu'on paye les soins gratuits pour les clandestins. Moi, je veux de l'humanité. Moi, je souhaite, Je veux de l'humanité. je souhaite Je veux de la solidarité. qu'on ait une Je veux aider solidarité toutes celles et tous ceux qui ont pour besoin nos et qui souffrent. aînés et qu'on soigne tous ceux, Pas qui de la en ont, démagogie. tous ceux qui en ont besoin. Là, C'est sans- pas de la démagogie, c'est Si, du c'est de la gaspillage. démagogie. On peut faire 1 milliard d'euros De la démagogie. d'économies sur ce Olivier sujet. Sa- Olivier Mais c'est Sa- bien qu'on ait un Oui, clivage. Ça, Olivier bien Salerno, les propositions du nouveau Front populaire en matière de santé, s'il vous plaît. Oui, vous savez, moi, je suis enseignant, je suis fonctionnaire. Vos programmes, avec l'assèchement du service public, ont complètement asséché l'école et de la même façon assèchent totalement l'hôpital. Ce qu'il faut, c'est des agents. Ce qu'il faut, c'est des gens pour accueillir. Dans mon travail, on a de moins en moins d'enseignants, on a de moins en moins d'adultes devant les enfants, on a de moins en moins d'infirmières scolaires, de médecins scolaires, de CPE, d'AESH pour accompagner les enfants handicapés. Ça, c'est la conséquence du fait d'assécher complètement les comptes publics. Dans l'hôpital public, c'est strictement la même chose qui est en train de se passer, avec en plus, un peu comme dans la police, une demande de politique du chiffre, de tarification à l'acte, et quelque part, on privatise la santé. Je dis quelque part, mais en fait, on privatise la santé. Donc nous, on est ferme sur nos principes et jamais les services comme l'hôpital ou la santé ne doivent être totalement privatisés. Moi, j'ai rien contre les médecins de ville, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une vraie tension et ils ne peuvent pas accueillir tous les patients. Et d'ailleurs, beaucoup refusent les nouveaux patients. Donc, comment on fait ? Eh ben, les maisons de santé, les hôpitaux doivent accueillir, mais c'est bien joli de faire des bâtiments, mais il faut aussi y mettre du personnel. Là, il y a des mesures d'urgence à prendre immédiatement, parce que c'est vrai qu'on ne forme pas quelqu'un du jour au lendemain. Et là-dessus, c'est renforcer le service public et renforcer le service public. Et j'assume totalement, excusez-moi, on y revient souvent, parce que quelque part, c'est le nerf de la guerre. Mais pour renforcer le service public, il faut de l'argent. Et j'assume totalement d'aller prendre l'argent là où il est. Alors, Il est où
Juste, il est où? Dans les grandes fortunes. Ok. Dans les 8% des personnes On y revient, qui... on y revient. Mais tout à fait, On et y je revient. l'assume totalement. Deux y revient. choses. Chacun doit payer en C'est fonction une de ses moyens. Mais ils payent Les davantage grands que vous, payent grand, monsieur les petits payent les petits. Les grandes Absolument fortunes, pas. ils créent des emplois, ils sont chefs d'entreprise. Je Absol- ne vais pas vous le refaire, je vous l'ai fait la semaine dernière. C'est les premiers à sauver des millions et des millions de Françaises et de Français de la précarité. n'ont Vous absolument avez- pas C'est une créé honte ce des que vous emplois. dites. Vous avez- Franchement, C'est vous pas une honte. divisez les Et gens. vous savez avez- Vous quoi faites en sorte que le Vous travail avez soit déjà pas eu ce encourageant, débat, vous avez déjà l'entrepreneuriat eu ce soit pas débat Exactement. lors du motivant. premier tour. Oui, Autour mais de moi, je vous j'ai- donne- Bah, mais c'est- en on y fait, revient, quoi. Enfin, je veux dire, Je vous donne- Monsieur diviser, Monetti, séparer, Monsieur Monetti et stigmatiser Monsieur ceux qui Sotti- réussissent. Je vous Ils seront donne- dans la même Ah majorité ouais, demain. mais je crois que c'est pour ça qu'il faut que toutes celles et tous ceux qui nous regardent me choisissent. Parce que- Parce Je que vous donne- franchement, vous avez de vu, front à front, à part opposer les gens, les styles, les registres et les Monsieur- propositions, il ne se passera rien de constructif. Je vous le dis très franchement. L'enjeu, Je crois qu'on doit parler de culture maintenant. Si je peux me Alors, permettre. justement, Il n'avait pas j'allais- fini. Non, non, parce mais que j'ai du temps de non, non. Il me semble que j'ai du temps de parole Oui, en mais retard. allez-y, très rapidement. pas de Voilà, chronomètre. Monsieur C'est Monetti vrai. et Monsieur Ciotti entretiennent une confusion. Moi, je n'ai jamais fait la confusion entre, par exemple, un petit auto-entrepreneur ou un petit entrepreneur, une TPE-PME, et ce que j'appelle les grandes fortunes de type Bernard Arnault, Vincent Bolloré et toutes ces personnes-là. Moi, j'assume totalement de dire que les TPE-PME, effectivement, doivent payer moins aujourd'hui parce qu'elles sont pressurisées. Vous savez, il n'y a pas que des fonctionnaires dans mon entourage, loin s'en faut. J'ai aussi des personnes qui ont créé des entreprises, j'ai aussi des personnes qui ont créé des activités. Et je vois bien, en fait, que c'est très difficile pour ces personnes-là. Vos programmes économiques n'accompagnent pas ces personnes-là et continuent de les pressuriser. Parce que, justement, ce sont peut-être des patrons comme Bernard Arnault, mais proportionnellement, un grand patron comme Bernard Arnault paye beaucoup moins d'impôts que les petits patrons de TPE-PME ou les Alors, auto-entrepreneurs. Je vous le dis à tous les trois, je vous donne un indice, il nous reste un repère, pardon. Il nous reste 5 minutes d'émission. Et je vais vous faire une confidence. Quand on a préparé cette émission, on s'est dit qu'on n'allait jamais arriver à parler de culture parce que tous les autres thèmes allaient déborder. Vous souhaitez en parler, tant mieux. On va terminer l'émission avec ça. Et on ne va pas parler que de la culture à Nice. Après, vous parlez de ce que vous voulez. Éric Ciotti, on reproche beaucoup au Rassemblement national de n'avoir pas de politique culturelle. Qu'est-ce que vous répondez à ça? la politique culturelle, c'est défendre certaines idées de la France, notre patrimoine, notre histoire, notre culture, la préserver, la protéger. Et nous serons au cœur de la préservation de ce modèle français, de cette civilisation, celle des Lumières, celle de la liberté qui a éclairé le monde. Et on va porter ce message. Mais un mot pour, parce que M. Germain m'a coupé tout à l'heure, une mesure pour Nice. Demain, je souhaite que le futur théâtre de Nice soit construit à la gare du Sud. Je crois que c'est une mesure très concrète. Le théâtre a été détruit comme le Palais des Congrès. C'est un coût de 200 millions d'euros rien que pour la destruction. On parlait de gaspillage tout à l'heure. Moi, je propose une mesure très concrète. Redonner un pôle culturel fort en cœur de ville, un théâtre à la gare du Sud. Ça aurait de la gueule, ça redynamiserait tout le cœur de ville qui se paupérise aujourd'hui. C'est ma proposition. Et ça va nous coûter encore cher. Il doit être fait ailleurs. Comment vous le Moi, je financerez ? propose... demander à M. Estrosi, puisqu'il a, financé, donc, il a financé dans son budget. Oui, donc c'est Hein une mesure que vous ne réaliserez pas vous-même une fois encore. Vous nous Voilà. dites que vous n'en faites pas de théâtre. Vous nous dites non, que vous je- le reconstruisez écoutez, pas. sur la culture, Non, mais M. Ciotti, moi, j'ai lu les j'ai dé- pas de leçons à recevoir, Je- j'ai posé des actes que j'ai- vous n'avez jamais Non, posés. mais c'est une vraie lu- question que donc- pose Éric Non, Ciotti. mais hein. Le J'attends théâtre. patiemment le moment où je dois allez-y. Non, prendre mais ma je vous réponse. pose une question. Vous en avez Mais posé. je vais vous répondre. J'ai lu des délibérations où vous dites que vous faites un Je théâtre, vais vous répondre. notamment au Palais d'Exposition. Mais Moi, je propose de le faire Vous n'êtes à pas la gare, crédible sur la culture, à la monsieur gare du Ciotti. Sud. Je crois que Allez-y, Greg. Alors, quand allez-y, on a alors été moi, battu... je vais vous dire très franchement, la culture est un sujet sur lequel j'ai posé des actes concrets. J'ai ouvert une salle de spectacle que je fais tourner toutes les semaines, toute l'année, qui s'appelle le Stockfish, qui propose 160 spectacles C'est par à an. Nice, hein, parce que tout le monde, les gens qui nous Oui, écoutent ne sont bon, pas tous de à toute Nice. façon, le Stockfish, voilà, Allez-y. c'est soit le plat de cuisine, soit la salle de spectacle. Je organise le Nice Jazz Fest, qui est un moment important, un des plus grands festivals de musique, avec celui de Montreux, et qui vient apporter une promotion culturelle ambitieuse. Je m'occupe dans ma délégation du Nicaïa, du Théâtre de Verdure, de l'ensemble des événements comme le Carnaval, la Fête des Mai. Donc, pardon de le dire, mais sur ce sujet, j'ai un engagement personnel très très fort. Et j'ai 3 propositions concrètes à faire. La première, c'est d'élargir l'accès au pass culture à tous les jeunes jusqu'à 25 ans. Parce qu'on se rend compte que c'est un vrai succès et qu'ils ne doivent pas, pour des raisons de pouvoir d'achat, ne pas avoir accès à des expositions, à des films, à des concerts tellement importants dans la construction de leur autonomie. La deuxième, c'est rendre dans toutes les villes les musées gratuits, comme nous le faisons à Nice, pour les habitants. C'est décisif et c'est important. Et la dernière, c'est tout simplement de réduire
le nombre de quotas horaires des intermittents du spectacle pour faire en sorte que nous ayons davantage de créativité, davantage de personnes qui puissent rapidement obtenir une rémunération et continuer à travailler sur leur développement artistique et en faire des artistes extraordinaires en France qui rayonneront dans le monde entier. On va terminer parce qu'on arrive pas très loin de la fin de l'émission avec vos propositions pour la culture, Olivier Salerno. Oui, si on veut une culture de qualité, il faut protéger les artistes. Aujourd'hui, les artistes, ils ne sont pas du tout protégés. Et pareil, ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est sécuriser le régime des intermittents, les artistes et les techniciens. Parce qu'aujourd'hui, cette catégorie est dans une précarité folle. Voilà, c'est pas au bon vouloir de si j'ai envie de faire un bon festival, si j'ai envie de faire quelque chose dans ma ville ou dans mon quartier ou dans mon département. C'est un régime plus général des intermittents du spectacle. Après, localement, moi j'entends le coup du carnaval, hein, mais le carnaval de Nice aujourd'hui, c'est des grandes palissades pour que la population ne puisse pas regarder son carnaval. Donc on vole la culture populaire. Pour tous les Niçois qui sont déguisés. Voilà, oui, ça c'est l'argument. Il n'y a aucune raison de mettre une palissade. Bah, si, des raisons sécuritaires, nous sommes menacés, monsieur Salerno, donc nous sommes obligés de l'enfermer. Ça fait mal au cœur de voir des Niçoises et des Niçoises dans l'interstice de 2 palissades pour pouvoir regarder un spectacle populaire. Nous n'avons pas le choix. Souvenez-vous de ce qu'il s'est passé à Nice, monsieur Salerno. Oui, je veux dire, vous savez ce que c'est organiser des manifestations avec autant de public. Vous êtes obligé sur la sécurité d'être irréprochable. Organiser une manifestation, effectivement, ça c'est sûr. Il y a celle que vous organisez devant la mairie et moi j'organise seul ou qui font vivre les Niçois. Merci à tous les 3. Je vous remercie tous les 3 individuellement et collectivement d'avoir participé à ce débat, puisque ça a été le seul débat de second tour sur la première circonscription des Alpes-Maritimes. La soirée de débat se poursuit dans quelques secondes sur France 3.